Alter Radio, l'IFE. C'était. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Radio. Washington qui envoie des navires de guerre dans les Caraïbes et qui coule des bateaux provenant du Venezuela. Caracas qui dénonce une guerre non déclarée et qui prépare sa population à se battre. Le tout sous couvert de lutte contre le narcotrafic. Selon les Américains, la tension monte donc jusqu'où cela peut aller. Décryptage dans notre grand angle avec vous, Jean-Jacques Kourlianski. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes de la Fondation Jean Jaurès. Et tout ça, bien sûr, est suivi de très près par les autres pays de l'Amérique latine. Bonsoir Laurence Cuvillier, vous êtes notre correspondante à Mexico. Merci d'être avec nous. Alors, un bateau frappé en pleine nuit par l'armée américaine, le 3e en 3 semaines. Cette vidéo, elle a été brandie par Donald Trump en personne. Ce navire, comme les autres, venait du Venezuela. Le président américain l'assure, il a été utilisé pour du trafic de drogue. Alors voilà, je le disais, 3e bateau en 3 semaines, sans vraiment beaucoup de preuves. D'ailleurs, Jean-Jacques Kourlianski, ça commence à poser problème, pas seulement au Venezuela. Oui, c'est une stratégie globale qui a été, disons, elle est devenue plus claire après la visite du secrétaire d'État Marco Rubio à Quito, en Équateur. Il a dit c'est un problème qui concerne l'Équateur, mais qui concerne beaucoup d'autres pays, et il sera traité de notre part de 2 façons. Le narcotrafic. Oui, avec vous et les pays alliés, les pays amis, nous serons compréhensifs. Avec les autres, nous agirons d'une autre manière. Cette autre manière, on la voit aujourd'hui, on la mesure avec ce qui se passe avec le Venezuela depuis la fin août, le début septembre. Oui, Donald Trump est très menaçant. Hier, toujours sur son réseau social, il menaçait donc de conséquences incalculables, je cite, le Venezuela, s'il refuse là d'accepter le retour des migrants clandestins aux États-Unis. Alors, les 2 pays se détestent, hein, c'est pas une surprise, mais comment vous expliquez une telle escalade verbale pour l'heure ? Bon, c'est une escalade mesurée dans la mesure où le Venezuela n'est pas quand même un pays ayant une dimension militaire telle qu'ils sont en mesure de riposter à ce que font les États-Unis actuellement dans les eaux proches, les eaux internationales, mais très proches du Venezuela. C'est un message qui s'adresse aux autres pays latino-américains, en particulier à la Colombie, qui a été décertifiée avec la Bolivie et le Venezuela cette semaine, mais aussi le Mexique, qui est l'un des points de passage principaux. Et il y a une déclaration, une des multiples déclarations qui ont été faites par le président Trump et par le secrétaire d'État Marco Rubio, qui laisse supposer que les ripostes pourraient être aussi terrestres. Bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Personne n'en sait rien, mais on peut en déduire qu'il pourrait y avoir des camions, des véhicules ciblés au Mexique, par exemple. Au Mexique. Alors, écoutez, alors on est avec Laurence Cuvillier, vous êtes en direct avec nous de Mexico. On en parle de ces menaces de Marco Rubio ou pas? Oui, alors déjà, il faut rappeler que justement, la destruction de ce premier bateau en provenance du Venezuela est intervenue juste au moment où Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, était en visite à Mexico. Le message était effectivement très fort. Marco Rubio était à Mexico justement pour parler d'un pacte sécuritaire avec le Mexique, pacte qui va consister en une coopération renforcée et la formation d'un groupe de haut niveau sur la coopération sécuritaire, notamment
directement sur la frontière. Donc au Mexique, en fait, l'ambiance est beaucoup plus à la collaboration, mais il ne faut pas oublier l'un des slogans que répète régulièrement la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, c'est de la coopération, mais non de la subordination. C'est-à-dire que le Mexique la présidente mexicaine rappelle très souvent qu'elle n'accepterait pas une intervention militaire des États-Unis en territoire mexicain, et il y a une sorte d'union sacrée ici au Mexique derrière la présidente sur la souveraineté territoriale du Mexique. C'est vraiment la ligne rouge qu'a tracée la présidente Claudia Sheinbaum. Donc ligne rouge au Mexique. Alors au Venezuela, je rappelle quand même que Nicolás Maduro a la tête mise à prix à $50 millions de la part des États-Unis. Il prépare sa population à se battre. Il l'a encore déclaré hier. Et je n'exagère pas quand je dis que des millions de paysans, hommes et femmes, sont prêts à prendre les armes et à défendre la République bolivarienne du Venezuela si elle était attaquée par l'Empire nord-américain. Préparez-vous. Préparez-vous, car si le Venezuela est attaqué, comme l'a dit Che Guevara, il y aura 1, 2, 3 Vietnam. Donc on reconnaît la verve de Nicolás Maduro, Jean-Jacques Gouriansky. Donc vous, une confrontation directe entre les deux pays, vous n'y croyez pas vraiment. Donc là, on est vraiment dans un exercice de style, de rhétorique ? Bon, il est logique que le président vénézuélien monte en épingle ce qui est en train de se passer pour mobiliser la population, avec une dimension de politique intérieure également, la défense de la patrie, ça rassemble, y compris les partisans du gouvernement et ceux de l'opposition. Mais il dit que Donald Trump veut déstabiliser le régime et veut le faire partir. C'est plausible ? Non, il a fait une déclaration. Il y a des journalistes qui lui ont posé la question dans l'avion qui le conduisait en Angleterre. Il a dit: mon intention n'est pas de renverser le gouvernement de Nicolás Maduro. C'est d'ailleurs très très possible. En revanche, ce qui serait envisageable, c'est pas du tout une invasion. On n'en est pas là. Enfin, les bateaux qui ont été déployés avec les équipages, les marines qui sont embarqués, ça fait 4000 hommes. On imagine mal avec 4000 hommes une invasion du territoire vénézuélien. En revanche, des actions ponctuelles comme celle menée au Yémen, par exemple, la destruction de tel ou tel lieu de pouvoir vénézuélien serait éventuellement possible. On en parle d'ailleurs dans l'entourage du président Maduro. Et on rappelle que le prétexte, en tout cas l'explication donnée par Washington, c'est la lutte contre le narcotrafic. Ça ne tient pas, selon vous? Bon, alors il y a plusieurs cibles. Alors il faut voir que le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État, Marcos Rubio, est issu des milieux cubains d'opposition au régime actuel de Fidel Castro, héritier de Fidel Castro, donc les Cubains de Miami, et qui ont fait alliance avec l'opposition vénézuélienne, et donc ils ont soutenu la candidature présidentielle de Donald Trump sur cet objectif-là. Alors, quelque part, il y a une ambiguïté aussi dans le ciblage du Venezuela de la part du président Trump, parce que le Venezuela représente, selon les experts, 5% de la drogue qui arrive aux États-Unis. Oui. C'est pas vraiment la plateforme, comme on le présente dans les médias ou à la Maison-Blanche, la plateforme de l'envoi de stupéfiants sur le territoire des États-Unis. Mais c'est une manière aussi, de la part de Donald Trump, de donner satisfaction à ce secteur de la droite républicaine lié à l'opposition cubaine et vénézuélienne qui lui a porté des voix. Il y a certains sénateurs républicains qui contestent un peu justement le fait d'attaquer des bateaux sans preuve, et même au sein de l'Amérique latine, il y a des inquiétudes. On va écouter la ministre des Affaires étrangères de la Colombie. Nous avons déclaré publiquement que malgré la coopération militaire et la coordination pour l'interdiction dans les eaux internationales, ce que nous constatons est une présence militaire disproportionnée dans la région, qui n'a rien à voir avec la lutte contre le trafic de drogue. Et Laurence Cuvillier est toujours avec nous en direct de Mexico. Laurence, comment s'est
perçu cette lutte contre le narcotrafic, donc avec ces bateaux, on l'évoquait à demi-mot tout à l'heure. Est-ce que on parle de deux camps, hein, les amis et les ennemis des États-Unis? En gros, le Mexique fait partie des amis. Oui, mais il ne faut pas oublier que effectivement, il y a une exigence très forte de la part des États-Unis en ce qui concerne la lutte contre le narcotrafic, mais c'est aussi une exigence interne depuis maintenant plusieurs décennies au Mexique. La principale préoccupation des Mexicains pour la politique interne, eh bien, c'est la lutte contre l'insécurité. Donc, de toute manière, que Trump soit à la Maison-Blanche ou pas, c'était au programme de Claudia Sheinbaum, surtout pour restaurer d'une certaine manière les 6 années de son prédécesseur Andrés Manuel López Obrador, 6 années au cours desquelles l'ancien président répétait souvent une phrase qui lui était chère, abrazos y no balazos, c'est-à-dire des accolades et non des balles. Claudia Sheinbaum, dès son arrivée au pouvoir, a très clairement changé cette tendance. Il y a eu des saisies records de drogue, il y a eu des démantèlements de réseaux de corruption et d'affinité entre autorités locales et crimes organisés. Donc, de toute manière, c'était un agenda qui était en place. Claudia Sheinbaum, d'ailleurs, aux côtés de celui qu'on appelle le tsar, son tsar de l'insécurité, Omar Garcia Harfuch. Donc, ça va au Mexique au-delà de l'exigence de Donald Trump, mais effectivement, tout cela se passe dans un contexte d'extrême agressivité commerciale de Donald Trump. Donald Trump qui, effectivement, a, entre guillemets, un peu épargné le Mexique jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, il y a eu différentes menaces de droits de douane extrêmement élevés, puis après, un rétropédalage, une machine arrière sur ces annonces. Il y a quand même aujourd'hui en place plusieurs droits de douane très élevés qui sont en place sur l'acier, l'aluminium et les marchandises qui ne font pas partie du TMEC, le traité de libre-échange nord-américain. Mais donc, en fait, Donald Trump lie constamment le combat contre l'insécurité et le crime organisé et justement les enjeux commerciaux. Il faut rappeler aussi que eh bien, des États-Unis vers le Mexique, il y a un flot constant d'armes à feu qui est déversé et que 3/4 des meurtres par balle au Mexique sont perpétrés avec des armes provenant des États-Unis. Donc, le gouvernement de Claudia Sheinbaum exige aussi des actions du gouvernement américain en ce qui concerne la lutte contre le trafic d'armes et aussi la prévention de la consommation de drogue, parce que si la consommation de drogue est aujourd'hui un marché tellement fructueux, eh bien c'est aussi parce que la consommation de ces drogues se fait majoritairement aux États-Unis. Alors Jean-Jacques Korlianski, est-ce que vous diriez que le Venezuela permet à Donald Trump d'adresser un message aux pays de l'Amérique latine? Oui, tout à fait. C'est ce qu'avait laissé annoncer Marco Rubio en Équateur, en disant attention, avec vous ça se passe bien parce que vous nous écoutez, vous suivez nos recommandations. D'ailleurs, dans quelques semaines, même dans quelques jours, les Équatoriens vont être saisis par un référendum sur la possibilité de négocier l'installation de bases militaires en Équateur. Donc une base militaire des États-Unis. Après, c'était la demande qui a été faite par Marco Rubio pour suivre un petit peu ce qui se passe, non seulement sur les questions de narcotrafic, mais sur d'autres. Et vous diriez qu'il a les mains libres, Donald Trump, dans cette région? Pardon? Vous diriez qu'il a les mains libres, Donald Trump, dans cette région? Qui décide avec qui il veut faire alliance ou pas? Oui, il a dit avec vous, ça va. Vous faites finalement ce qu'on vous demande. Avec d'autres, c'est pas le cas. Et donc, on aura un autre comportement. Donc, c'est un message, un signal qui a été envoyé à travers le bombardement, la destruction de ces 3 bateaux, qui posent d'ailleurs des problèmes au Congrès des États-Unis. Il y a un certain nombre de sénateurs, il est vrai démocrates, mais qui demandent aussi, des comptes au président en disant c'est un comportement qui n'est pas conforme ni à nos lois ni au droit international. Merci infiniment Jean-Jacques Korlianski d'avoir été dans 64 minutes et merci à Laurence Cuvillier en direct donc de Mexico. Merci à vous deux. Alter Radio. La tension monte entre le Venezuela et les États-Unis sur fond de lutte contre le trafic de drogue. Les navires américains patrouillent dans la région à la demande de Donald Trump. On en parle ce matin avec notre invitée, la chercheuse vénézuélienne Yoletti
Brachot, merci. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université d'Avignon et merci de nous accompagner ce matin. D'abord, une question simple. Suite aux accusations de Donald Trump, le Venezuela est-il un narco-État ? Cette question, elle est difficile à répondre dans le sens où, d'une part, on sait que des autorités vénézuéliennes, et notamment militaires, sont investies ou sont mêlées à la question de trafic de drogue, ça c'est certain. On sait aussi que le Venezuela est devenu un lieu de transit, en fait, de drogue en Amérique latine important. Par contre, narco-État, ça renvoie à toute notre idée, c'est-à-dire qu'il y aurait une structure extrêmement relié en fait aux structures administratives de l'État et en fait ce type de choses en fait on n'a pas vraiment les preuves à la main pour le dire jusqu'à ce point-là. En tout cas, la tension monte en ce moment. Washington accuse Nicolás Maduro de diriger un réseau de trafic de drogue. Il a même déclaré une prime de 50 millions de dollars en vue de son arrestation. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? En 2024, les États-Unis ont protesté contre la réélection de Nicolás Maduro, mais pas autant que par le passé, sans vraiment soutenir son opposant. Rabibochage avec la hausse des prix du pétrole, sous l'ère Biden. En raison des prix du pétrole, il y a même eu des accords avec le Venezuela. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment ? C'est l'arrivée de Trump qui change tout ? En tout cas, la politique de l'administration Trump, elle est effectivement très en lien avec toute cette évolution. C'est-à-dire que d'une part, on voit l'administration Trump chercher à faire des alliances. Il y a des accords, notamment sur la question de l'extraction pétrolière, en fait, des concessions à l'entreprise pétrolière Chevron, qui est du coup une entreprise états-unienne, qui a donc des concessions pour exploiter le pétrole au Venezuela. Mais de l'autre côté, on voit effectivement, je pense que c'est notamment en fait l'arrivée de Marco Rubio en fait à l'administration Trump en fait, et son lien du coup avec cette opposition vénézuélienne, cubaine en fait à la Floride, qui fait monter en tension spécifique sur en fait un regard spécifique sur ce qui se passe au Venezuela. Et alors ça fait monter la tension du côté du Venezuela. Nicolás Maduro déploie 4,5 millions de soldats et de miliciens, en tout cas c'est ce qu'il dit. Il encourage les réservistes, il fait planer sur ses citoyens la perspective d'un débarquement américain. C'est de la propagande ou ça pourrait arriver ? Le fait est qu'on a avancé impérialiste, ça c'est un fait en fait. C'est-à-dire que l'avancée militaire des États-Unis dans la mer Caraïbe crée non pas seulement une tension, mais une menace. Après, de son côté, il faut aussi penser que le gouvernement Maduro, c'est surtout un gouvernement autoritaire, en fait. Au sein du Venezuela, il s'impose effectivement là, en ce moment, comme le protecteur de la souveraineté vénézuélienne. Mais ce type de situation, quand l'avancée des États-Unis se fait de cette manière-là, les tensions internes au Venezuela amènent ce gouvernement autoritaire à être de plus en plus répressif vis-à-vis de la population. Ouais. Donc, cette idée de mobiliser 4000 miliciens, c'est surtout imposer une obligation de mobilisation auprès d'une population qui, certainement, n'est pas les moyens, en fait, de construire une bataille contre l'armée états-unienne. Oui, c'est 11 navires américains qui patrouillent dans les Caraïbes. Ça sert Nicolás Maduro politiquement pour sa chasse aux sorcières contre les dissidents. Où est-ce qu'on en est de la politique vénézuélienne aujourd'hui ? Est-ce que Maduro est indétrônable ? Indétrônable, on dira jamais. Toutefois, il est tout à fait vrai qu'il est installé de manière durable dans le pouvoir, notamment parce que ce pouvoir politique, ce régime autoritaire, en fait, il est aussi consolidé par son soutien avec l'armée. Et donc, en fait, on a effectivement un espace politique qui restreint énormément les libertés démocratiques et les libertés de rassemblement internement au Venezuela. En plus d'une population qui est soumise régulièrement à une crise, en fait, une crise économique, en fait, qui est extrêmement dure à vivre, un quotidien qui est effectivement touché par l'inflation, mais qui est aussi touché tout simplement par la destruction de droits de travail, en fait, la destruction finalement de l'État social vénézuélien. Donc une population qui est véritablement dépendante de ce gouvernement par les aides, et en même temps on rejet de ce gouvernement comme on l'a vu l'année dernière. Ouais, on en est où ? Parce qu'on se souvient ces dernières années de ces files d'attente interminables pour essayer d'avoir de la nourriture, les tickets de rationnement, une monnaie qui se dévaluait, mais presque heure par heure, une inflation, une des pires au monde. C'est toujours la même situation aujourd'hui au Venezuela ? Peut-être que les queues se sont réduites. En fait, si vous voulez, il y a en fait une capacité d'importation plus importante dans le pays. On a effectivement une plus grande diversification de ce qui est accessible. Le pétrole permet d'ouvrir un peu le pays ? Toutefois, en fait, l'économie est très faible et surtout, il y a une grande situation d'insécurité alimentaire pour une grande partie de la population qui n'a pas les moyens d'accéder à ses besoins. Maduro, on le voit pas sur les photos aux côtés des Xi Jinping ou des Iraniens. Il a des alliés sur la scène internationale. Il a Cuba, mais est-ce qu'il en a d'autres ? Oui, bien sûr. En fait, de toute façon, il a encore des relations importantes avec la Chine, avec la Russie, avec l'Iran aussi, avec la Turquie. C'est ça aussi qui est important, c'est qu'en fait, on a tendance à penser à la communauté internationale par l'axe occidental. Ouais. Il y a un axe autre, en fait, qui continue à exister et qui permet la durabilité aussi de ce pouvoir. Merci beaucoup, Violetti Brachot, de nous avoir éclairé. Alter Radio. Avec nous en duplex, notre invité Frédéric Ploquin,
bonjour. Vous êtes journaliste, documentariste, essayiste et vous avez consacré depuis des décennies une quantité de travaux autour de la grande criminalité, du narcotrafic plus exactement. Votre prochain livre à paraître, on va le voir à l'écran, s'intitule « Insécurité, stop à la descente aux enfers ». C'est chez Fayard. Quelle analyse est-ce que vous faites de cette stratégie de confrontation de Donald Trump dans la mer des Caraïbes face au Venezuela? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, les autorités politiques parlent depuis 40 ans de guerre contre le trafic de stupéfiants. Mais cette guerre n'a de guerre que le nom jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'en fait c'est une guerre tout de même encadrée. C'était une guerre encadrée par la loi. Et il s'agissait, pourquoi pas, d'arraisonner en mer un bateau, d'interpeller les membres de l'équipage, de compter le nombre de kilos de drogue qu'il y avait éventuellement à bord du bateau. Vous voyez, on y mettait les formes à cette guerre. Et tout d'un coup, on a l'impression que Donald Trump, on va dire, prend le mot au pied de la lettre. On lui parle de guerre contre le trafic de stupéfiants. Il envoie des bateaux de guerre et non plus des bateaux ce ne sont plus des opérations de police. Et c'est tout un ensemble, parce que je rappellerai que Donald Trump est en train de mettre une pression considérable sur le Mexique, de contraindre le Mexique à exporter, à livrer un certain nombre de ressortissants mexicains, parce que si le Mexique s'y refusait, en gros, il y aurait des mesures de rétorsion économique telles qu'elles assécheraient le pays. Parallèlement, je rappelle aussi aux téléspectateurs que Donald Trump vient de déclarer qu'il considérait que la Colombie n'était plus un pays avec lequel on pouvait coopérer dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Et donc, on assiste à ces scènes de guerre en pleine Caraïbe où on ne saura jamais si sur ces bateaux, il y avait vraiment de la cocaïne ou pas. D'où justement, pardonnez-moi Frédéric Ploquin, d'où justement la seconde question que j'envisageais de vous poser. Quand les États-Unis, la Maison-Blanche, le FBI mettent en cause directement le président vénézuélien dans le trafic de drogue, Nicolás Maduro, est-ce que ce sont des accusations fondées ou juste un peu de manipulation contre un adversaire politique de Washington? Je vais pas répondre sur Maduro lui-même. J'ai pas les éléments là aujourd'hui pour vous répondre. Mais en revanche, il est clair que depuis plus d'un demi-siècle, une partie de l'armée vénézuélienne a toujours est trempée dans le trafic de stupéfiants, dans le trafic de cocaïne. Je veux dire, je rappelle que le Venezuela est un pays qui a une frontière avec la Colombie, que dans ce secteur frontalier proche, ce sont effectivement des militaires vénézuéliens qui sont à la tête du trafic de stupéfiants dans cette région depuis toujours. Après, j'ai aucun moyen de vous dire que le pouvoir central est lui-même impliqué dans cette affaire. Mais il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le trafic de cocaïne, la cocaïne en Amérique latine, on va dire gangrène les institutions, effectivement, et sème la corruption sur son passage. Ça, c'est pas un secret. Frédéric Ploquin, on va parler de la France. À la mi-juillet, plus de 40 tonnes de cocaïne ont été saisies depuis le début de l'année dans les Caraïbes. Pourquoi autant? Qu'est-ce qui explique ce qui ressemble à une explosion du trafic dans cette partie du monde? Il y a plusieurs choses. La première, c'est que le marché nord-américain est saturé en termes de cocaïne et qu'aujourd'hui, en plus, il y a toutes les drogues de synthèse, de substitution qui envahissent le marché nord-américain et qui se substituent peu à peu à la cocaïne. De ce fait, le nouveau marché pour les cartels latino-américains, c'est bel et bien l'Europe. À partir de là, comment aller en Europe? Comment rentrer en Europe? Eh bien, je rappellerai à vos téléspectateurs que la France a une frontière avec le Brésil, d'une part, avec un certain nombre de pays en Guyane, en Amérique du Sud, que les îles franco-françaises dans les Caraïbes, c'est-à-dire Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, sont à portée de bateaux des côtes colombiennes, et que du coup, on va dire l'arc Caraïbe est en train de les îles françaises des Caraïbes sont en train de devenir un lieu stratégique pour les cartels latino-américains pour pénétrer on va dire le marché européen et pas seulement français. Pourquoi? Parce que dès lors que vous avez pris un bateau, on est à 1 heure, la Guadeloupe c'est à 1 heure de Sainte-Lucie, c'est à 1 nuit de hors-bord de la Colombie. Dès lors que vous avez déposé votre marchandise sur une crique en Colombie ou en Martinique, votre produit stupéfiant, dès lors que vous avez fait ça, vous avez introduit
cette cocaïne dans l'espace Schengen, il faut quand même le dire. Donc vous avez franchi déjà un cap. Et à partir de là, ils savent très bien que les contrôles exercés dans les ports, les aéroports, sont pas si serrés que ça. Et il y a peut-être un autre élément à ajouter, si vous le permettez. La cocaïne serait de plus en plus pure et de moins en moins chère. Alors ça c'est un signe dès lors qu'un produit stupéfiant, que le prix du gramme de cocaïne sur le marché de détail non seulement n'augmente pas depuis 30 ans, mais ne fait que baisser, alors que chacun sait que le prix du litre de lait, du kilo de beurre, tout le reste augmente sauf ça. Donc il y a bien un secret, il y a un mystère. Et en fait, il n'y a pas de secret, c'est que les produits, les pays du cône, les pays d'Amérique du Sud qui sont les pays producteurs de cocaïne, ont augmenté de manière considérable depuis 10 ans la production. Donc ils ont de la cocaïne à ne pas savoir qu'en faire. Je rappelle que ça ne coûterait pratiquement rien à la production. Un pied de cocaïne, c'est 1 centime au départ, ça ne coûte rien. Donc à la limite, on inonde le marché et peu importe si on perd 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, 10 tonnes, à la limite, économiquement, ça n'a pas tellement d'impact pour les organisations criminelles. Donc elles y vont massivement. Et je crois que le plus grand danger pour les Antilles françaises aujourd'hui, il est évidemment dans la présence du produit, mais dans le fait qu'il y a une partie de la jeunesse en Guadeloupe et en Martinique qui est en train d'être aspirée par les gangs locaux qui eux-mêmes sont en train de tomber sous l'emprise de gangs latino-américains. On m'a signalé la présence de ressortissants colombiens dans les Caraïbes, en Martinique et en Guadeloupe, exactement comme ils sont dans le port d'Anvers et de Rotterdam depuis 40 ans, ou dans les ports de toute l'Afrique de l'Ouest, notamment à Dakar, en nombre massif, précisément pour faciliter, on va dire, le transfert soit vers l'Afrique et ensuite vers l'Europe, soit directement vers l'Europe, de ces produits stupéfiants. Un mot rapide, Frédéric Ploquin, en termes de perspective pour ce trafic et pour la lutte contre la drogue. Un mot. Un mot, écoutez, la France est en train d'essayer de renforcer les effectifs de l'office anti-stupéfiants en Guadeloupe et en Martinique. On a vraiment beaucoup de retard, en fait. L'État a beaucoup de retard. L'État a plusieurs trains de retard. On attend encore de bons radars. On n'a pas encore, on va dire, de scanners tout à fait corrects dans les aéroports de ces îles. Donc on a un train de retard. Et pour moi, encore une fois, le vrai problème est le pourrissement d'une partie de la jeunesse locale. Et il faut aller vite si on veut pas que le modèle du gang latino-américain s'impose dans ces îles. Merci beaucoup, Frédéric Ploquin, d'avoir été avec nous sur France 24, journaliste documentariste. Prochain livre à paraître, Insécurité, stop à la descente aux enfers. Merci beaucoup. Alter Radio, l'idée fraîche. Alter Radio, ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. Ou l'autre idée de la radio. Alter Radio, l'idée fraîche.